Bonjour ou rebonjour et bienvenue donc dans cette conférence, puisque maintenant on a le générique. Et donc vous le savez, cette conférence elle est consacrée au moyen de se parer à un certain nombre de scénarios qu'on connaît depuis presque sans doute 10 ans en fait. Si on remonte à Fukushima, c'est même plus que ça, et qui s'accélère, on a l'impression. Donc voilà, quelle attitude avoir face à ces scénarios, quel état d'esprit, quelle organisation, quels outils. C'est le sujet de cette conférence. Alors pour en parler, j'ai avec moi 4 éminents intervenants. J'ai Marie-Laure Fourgala, qui est directrice des programmes MS et MSC Global Supply Chain chez East Leakage. Alors même le stand d'ailleurs East Leakage, il est là, voilà. Donc voilà, qui représente justement les formations en supply chain. J'ai Océane Mignot, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie, alors pas forcément que digitale, mais les grandes entreprises dans leur stratégie digitale. Et vous êtes aussi autrice de plusieurs ouvrages, notamment un sur la transformation digitale et un autre qui vient de paraître sur l'IA, c'est ça ? Et vous êtes aussi chef d'entreprise, puisque vous avez une start-up, mais qui a été vendue, il me semble, non prenez le micro juste, parce que j'ai vu ça, mais je n'ai pas la confirmation, c'est bien ça ? Oui, qui a été vendu il y a quelques mois à des investisseurs à Dubaï. Donc c'est Simploo. Simploo, on a vendu notre technologie. Qui fait de l'IA. Qui fait de l'IA génératif, qui utilise l'IA génératif en tout cas. D'accord. J'ai avec moi aussi Sébastien Laurencin. Alors vous êtes consultant sur les process industriels chez Delmia Dassault Systèmes. Delmia, c'est la marque sur finalement tous les outils qui vont d'ailleurs de la planification à l'exécution. Enfin, il y a vraiment un grand nombre d'outils. Vous êtes un acteur français. C'est vrai qu'on est fiers aussi de vous avoir ici, parce que il y a eu une série de rachats. Alors il y a déjà plus de 10 ans, mais avec Hortems, avec Quintic, c'était quoi le dernier, Apriso. C'était ça, avant, c'est les WMS. Ouais, j'ai tout dans le désordre. Mais donc voilà, vous êtes un acteur finalement de l'orchestration supply chain. Et puis Jean-Pascal Chichemagnan, alors là on est content de vous avoir, vous êtes consultant au cabinet de conseil Sitwell, donc vraiment spécialisé supply chain, performance opérationnelle, stratégie, etc. Et donc voilà, j'ai fait un petit tour, vous voulez ajouter je veux dire merci beaucoup, je dis bonjour. Bonjour, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour à mes intervenants. Donc si on a réuni ce panel d'intervenants, c'est aussi parce qu'il est assez représentatif des exposants qu'on a sur le salon. Il y a à la fois justement la formation, alors vous êtes consultante, mais vous êtes aussi autrice de livres sur la supply chain, et on voit il y a un pôle édition. Vous allez pouvoir consulter justement un certain nombre d'ouvrages sur la supply chain. Vous êtes éditeur et vous êtes consultant. Et donc, en fait, vraiment, on a tout ce panel. Et donc, justement, on va essayer de commencer à aborder un peu le sujet, voir un peu comment on peut se préparer à ce monde. Alors, on ne parle plus de VUCA, d'ailleurs, mais à ce monde vraiment incertain où finalement, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la figure demain matin. Donc, peut-être, Jean-Pascal, est-ce que vous partagez, j'ai pas eu tellement le temps de faire justement le constat, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vraiment, il y a un changement dans le pilotage de la supply chain aujourd'hui, et pourquoi ? En tout cas, on peut se replonger, comme vous le disiez en introduction, depuis une quinzaine d'années. On est quand même passé d'un monde où... il y a 15 ans, les frontières et les barrières commerciales s'abaissaient ou s'étaient déjà abaissées. Et depuis 15 ans, on revit des barrières qui remontent. On a eu le Brexit, on a les droits de douane de Trump, la guerre qui se rapproche, des situations qui rendent le commerce plus compliqué. Et on est quand même là pour aider le commerce quand on fait de la supply chain. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est qu'il y a plein de sujets qui sont devenus plus complexes. On va beaucoup plus directement vers les clients. Le e-commerce est devenu la norme, avec toute la pression d'Amazon et les autres pour faire ça. C'est devenu aussi une référence dans le B2B, d'avoir des relations directes avec ses clients en bypassant des intermédiaires et en travaillant directement. Donc ce volet commercial et business a beaucoup changé.
le rendant forcément plus complexe. Et puis côté fournisseur, on sait aussi que ça se complexifie, qu'on a des approvisionnements compliqués, parfois des ressources en tension. Donc ça aussi, il faut qu'on arrive à lier les deux. Et c'est assez challengeant quoi, comme situation. Mais donc le pilotage de la supply chain, est-ce qu'il a changé? On voit qu'il y a des choses, on voit qu'on parle peut-être plus qu'avant, je ne sais pas, moi je veux avoir votre sentiment, mais plus qu'avant aussi de gestion des risques et de gestion des risques. Alors ce n'est pas seulement fournisseur, mais il y a aussi tout un environnement réglementaire qui pousse à ça, de pouvoir là, les CSRD, alors même s'ils sont un peu repoussés, mais voilà, CS3D, on cherche à quantifier les risques, etc. Est-ce que dans le pilotage de la supply chain, ça influe aussi la manière d'aborder le sujet? Alors, c'est très intéressant quand on fait de la cartographie de risque, on est plutôt sur une maille tactique ou stratégique pour identifier où seront mes dangers dans l'avenir. Pour autant, c'est intéressant aussi de travailler sur des mailles plus de mise en œuvre pour pouvoir faire en sorte qu'on ait différentes voies pour aller sur un pays, qu'on ait plusieurs fournisseurs pour être multisourcés, etc. Et donc, c'est en ça qu'on peut faire des scénarios différents. À la fois des scénarios, on va dire, très d'exécution sur du court terme, et puis des scénarios plutôt worst case, si j'ai un gros problème qui m'arrive. Voilà, on parle beaucoup de cyberattaques, on parle beaucoup d'événements climatiques dans le futur, ce genre de sujet. Et ça, à la fois, ça inquiète, mais c'est vraiment des choses que l'on voit arriver concrètement. Donc, mais vous voyez chez vos clients justement une évolution. On fait de plus en plus de scénarios et peut-être de plus en plus court terme, alors qu'avant c'était peut-être plus stratégique, ou bien est-ce qu'il y a vraiment, vous la voyez cette évolution? Oui, alors en fait, je trouve que justement, chez nos clients, ils font les deux. C'est-à-dire qu'une des difficultés, c'est d'arriver à être à la fois à l'heure pour livrer, capable de pouvoir préparer le mois prochain, et puis d'anticiper les 5 ou 10 prochaines années avec cette gestion de risque. Et donc c'est ça qui est compliqué chez nos clients, c'est d'être à la fois dans le court terme et dans la projection et l'anticipation des risques, avec des choses qu'on identifie déjà aujourd'hui, puis peut-être des nouveaux risques, des nouvelles situations qui vont émerger. Et puis on sait qu'on a chez nos dirigeants des gens qui peuvent remuer très vite, très fort sur certaines décisions. Voilà. Alors ces évaluations de scénarios, dans le cadre d'un process qui peut aller justement du court terme au long terme, c'est pas si nouveau que ça. Enfin, il y a le SNOP, MPS, etc. Ça, vous êtes payé pour le savoir, si j'ose dire. Oui, un peu. Est-ce que justement, là on parle beaucoup, les éditeurs, enfin beaucoup d'éditeurs parlent de scénarios what if, donc des scénarios qu'on élabore en temps réel, même quelquefois ils disent même ça sur les décisions là, sur les tarifs douaniers, de pouvoir élaborer en temps réel, de dire qu'est-ce que je fais avec telle usine, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une réalité? Est-ce que chez vos clients, quand ils utilisent vos outils, c'est une réalité, cette accélération de scénarios et surtout le tempo de plus en plus, une accélération en fait, tout simplement? Oui, en tout cas donc chez nous, Dassault Systèmes, donc nous on traite du SNOP jusqu'à l'exécution, pour faire simple. Et effectivement, chez nous, on a vraiment, ce qu'on observe chez nos clients, en tout cas, c'est que, et je rejoins pas mal Jean-Pascal sur ces points plutôt stratégiques, long terme et à la fois exécution. Nous, on a deux tendances qui se dessinent, quelque part. La première tendance qui va être plutôt vérifier l'exécutabilité d'un plan. Donc, quelque part, ça ne suffit plus de faire un SNOP qui, dans la théorie, est optimal, parfait. Avant, on ne vérifiait pas. Si, mais là, l'objectif, c'est d'accélérer cette validation de l'exécutabilité. Plutôt que de faire un plan à un mois M et de le cascader sur les processus classiques MPS jusqu'à l'ordonnancement et d'attendre quelque part son exécution pour valider son exécutabilité, là, il y a une tendance que nous, on voit en tout cas, qui est de vérifier l'exécutabilité beaucoup plus tôt, c'est-à-dire en simulant l'exécution d'un scénario. C'est du bon sens, finalement. C'est du bon sens, quelque part, mais aujourd'hui, on va dire par les limites technologiques, c'était quelque part fait beaucoup plus en cascade que ce qu'on proposerait aujourd'hui. Et sur la partie un peu plus stratégique, ça, on le voit aussi, notamment avec nos amis de l'administration Trump. On a beaucoup de clients qui, en parallèle de leur backbone SNOP, MPS, ordonnancement, nous contactent pour faire des scénarios plutôt worst case, je crois que tu as utilisé, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si jamais le tarif entre États-Unis, Chine augmente et comment je me réorganise
non pas dans un cycle, on va dire, SNOP mensuel ou hebdomadaire, mais vraiment sur l'analyse du worst case et quelles sont mes options. Et donc là, encore une fois, c'est plutôt tactique, moyen long stratégique, voilà, moyen-long terme. Et donc là, on explore des options de repenser le sourcing, repenser les options de manufacturing, repenser les flux, comme le disait Jean-Pascal. Là, les outils, c'est quoi? Alors, c'est du jumeau numérique. J'ai envie de balancer des buzzwords ce matin. Mais allons-y. Chez Dassault Systèmes, on adore le jumeau numérique, donc pas de problème. Oui, c'est vraiment le jumeau numérique de la supply chain, où nous, on a une tendance, beaucoup dans les industries discrètes, de faire du multi-tier. Donc le multi-tier étant mon fournisseur de rang 1, ou du multi-rang, mon fournisseur de rang 1, de rang 2, de rang 3. Où nous, en tout cas, ce sur quoi on travaille avec certains de nos clients, c'est en couplant des données plutôt ERP et des données plutôt PLM, que l'on connaît bien en tant que Dassault Systèmes, on est capable d'identifier les fournisseurs de différents rangs, donc de créer ce jumeau numérique et d'y appliquer des risques. Donc typiquement, c'est le risque de tarif, le risque de terres rares, qui a encore fait le buzz un petit peu vendredi dernier, pour ceux qui ont suivi. Et voilà, est capable vraiment, au-delà des cycles de planification un peu codifiés et réguliers, que sont le SNOP, l'ordonnancement, le MPS, d'avoir vraiment des capacités pour faire des simulations worst case en fonction des aléas potentiels. Alors donc il y a une autre notion, là vous disiez, je ne sais pas comment ça s'appelle, pas la faisabilité du SNOP, mais quand on... L'exécutabilité, oui. L'exécutabilité, voilà. Il y a une autre notion après coup, c'est l'adhérence. Alors ça, moi j'ai découvert ça en discutant avec vous, hein, mais ça doit être un terme classique. C'est quoi l'adhérence? Vous connaissiez Jean-Pascal? J'imagine. Un petit peu, j'imagine, mais bon, je fais la définition Dassault Systèmes. L'adhérence, quelque part, elle peut se mesurer multicouche. Donc souvent, l'adhérence qui est la mieux mesurée, c'est entre l'exécution et l'ordonnancement. Est-ce que j'ai vraiment exécuté dans mon usine ce que j'avais ordonnancé et planifié? Mais on peut la réfléchir. Est-ce que mon ordonnancement adhère à mes processus de planification moyen terme? Et est-ce que tout ça adhère à mon SNOP d'entreprise? Donc l'adhérence, ça peut être un sujet multi-processus de planification, si on veut. Et nous, aujourd'hui, l'adhérence étant un sujet de plus en plus critique, pour encore une fois cette logique d'exécutabilité, nous on développe des modèles donc sur base des données, parce qu'encore une fois, ayant des solutions planification et exécution chez Dassault Systèmes, sur base des données de planif et d'exécution, on développe des modèles de machine learning qui permettent de prédire, donc évidemment c'est l'IA, donc c'est jamais 100% fiable, mais qui permettent de prédire les risques de déviation et donc les risques de ne pas adhérer à son propre plan. Et donc, dans ces cas-là, on fait quoi? Une fois qu'on a... On change de trajectoire. On change de trajectoire et encore une fois, nous, nos clients, en tout cas c'est un schéma qu'on ressent, ils préfèrent avoir un plan fiable et réellement exécutable qu'un plan optimal, mais qu'ils savent peut-être moyennement fiable. Voilà, donc l'idée, c'est au sein du processus de planification, prédire les potentiels risques de déviation et potentiellement prendre des actions correctives pour maximiser les chances d'exécuter ce qui est planifié. Ok, on vient de parler de... Là, ça a dû te faire tilt dans votre tête. On a parlé d'IA, Océane. Moi, je voulais avoir votre... Alors, vous n'êtes pas forcément une spécialiste de la partie supply chain, mais par contre, en revanche, sur l'IA, c'est votre domaine. Aujourd'hui, c'est aussi un espoir de se dire, justement, face à ces scénarios un peu imprévisibles, on va pouvoir utiliser l'IA peut-être pour à la fois soulager un certain nombre de tâches et pouvoir se consacrer très vite à d'autres tâches qui sont beaucoup plus à valeur ajoutée, comme on dit, ou en tout cas sur des scénarios de crise, par exemple. Mais le point de départ, c'est comment on s'y prend. L'IA dans sa supply chain, on veut mettre de l'IA. Alors déjà, est-ce que c'est une bonne expression de dire je veux mettre de l'IA dans ma supply chain? Mais comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a une méthode pour ça? Alors déjà, premier point, est-ce que c'est une bonne idée de dire on met de l'IA dans la supply chain? La question, elle est de se poser, c'est quelles sont les problématiques qu'on a? En fait, l'IA, c'est un outil qui répond à des problématiques. Donc, la question, c'est comment je fais pour que ma supply chain soit plus efficace, plus optimum, et en utilisant cette technologie qui est l'intelligence artificielle. Alors, il est certes que l'intelligence artificielle va énormément aider, mais en soi, il faut partir du début, en fait. Donc, c'est dans le cadre d'une transformation digitale à plusieurs niveaux, de se dire, voilà, on va utiliser l'IA. On va travailler déjà sur une vision stratégique globale. C'est-à-dire, on va construire une feuille de route digitale
On va auditer les processus, voir exactement ce dont on a besoin, comment il faut aligner les choses et identifier clairement déjà une feuille de route digitale. Après avoir établi cette feuille de route, alors je ne dis pas que c'est simple, hein. On en reparlera peut-être, mais c'est déjà une grosse ça prend partie. quoi ? Ça prend 6 mois ? Ça dépend. Ça dépend de qui on est en face, je dirais. Ça dépend de la maturité de l'entreprise ? De l'alignement, parce qu'à un moment, il faut se mettre d'accord sur une feuille de route. L'adhérence et l'alignement. Alors, voilà. Alors ça, c'est la première étape. Moi, j'appelle ça vraiment une étape. Alors, et c'est important de le préciser parce que chez mes clients, et j'ai des clients qui sont sur la partie supply chain, on met en place un certain nombre d'outils IA, mais sans cohérence en fait. On se retrouve en fait avec plein d'outils qui sont mis en place au sein de la supply chain, mais il n'y a pas de cohérence globale. Donc ça, c'est important, c'est la feuille de route. Le deuxième point, à mon avis, qui me semble important, c'est le cas d'usage prioritaire. Une fois qu'on a mis en place cette feuille de route, comment on commence ? Ça, c'est la bonne question. Alors déjà, on commence petit. Moi, je suis pour commencer petit au départ. On fait un POC. On utilise un des axes. C'est encore à la mode, l'époque ? Ouais, c'est encore. Moi, je le conseille fortement parce qu'autrement, ça coûte cher de se casser la gueule. Donc, du coup, on utilise un POC et surtout, ça permet. Alors, le POC a un double avantage. Le premier, c'est de voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut changer autour ? Et après, généralisation. Mais ça a un double avantage. Le deuxième avantage, c'est que si un POC fonctionne, c'est beaucoup plus simple de demander de l'argent derrière, d'autres budgets. S'il ne fonctionne pas, là, on est un peu embêté. Donc voilà, c'est le double effet en fait du POC, mais il ne faut pas le choisir n'importe comment. D'où après la vision stratégique. Et puis le troisième point, je pense, qui est important quand on met en place l'IA, c'est la qualité des données. Et ça, c'est un gros problème dans les entreprises. Parce que si vous n'avez pas des données qui sont fiables, et puis ces données-là vont bien entendu alimenter les algorithmes. Et si elles ne sont pas bonnes, vous n'allez pas avoir des résultats fiables. Et puis autant dire pour la prédiction, c'est encore une autre histoire. On ne pourra pas en avoir. Donc du coup, voilà, la qualité des données, c'est un point important et c'est un point souvent bloquant dans les entreprises parce qu'on n'a pas forcément une bonne qualité de données. Bon, c'est un point bloquant quand on passe du POC au passage à l'échelle, j'imagine, parce que là, on a un petit set de données, ça marche bien, et puis après, on se lance dans le grand bain. Tout à fait. Mais en général, on le voit au niveau du POC que ça va peut-être mal se passer si on généralise. Donc là, en général, on prend une décision qui est peut-être pas de généraliser, ça peut être aussi la décision après le POC. Après, c'est la partie, je dirais, au niveau de la supply chain, en tout cas, c'est la dimension humaine. Et ça, c'est un point qu'on oublie souvent. Il faut former et accompagner les équipes au changement. Ce n'est pas un changement technologique seulement, c'est un changement organisationnel. Lorsque vous mettez en place une nouvelle technologie et en utilisant l'IA, forcément, vous allez changer les processus. C'est un peu l'intérêt du jeu aussi. Donc, changer les processus, l'améliorer, tout ça, en fait, il y a des gens. Donc, forcément, ils ont sans doute un autre boulot à faire, ou autrement, ou différemment. Et puis, il faut créer aussi ce qu'on appelle la culture de l'amélioration continue. Il ne suffit pas de changer, d'avoir un outil nouveau, et puis de se dire, c'est bon, maintenant, ça va fonctionner. Non, ça ne marche pas comme ça. On installe un outil, il faut le maintenir, il faut aussi une adaptation continue. Enfin, voilà, le cinquième point, c'est le pilotage et la gestion des risques. Alors là, vous en avez très bien parlé. C'est les workcasts. C'est se dire qu'est-ce qui peut arriver de pire. Pour faire de la prédiction, forcément, il faut imaginer le pire. Et puis surtout, le quantifier, ce pire. C'est-à-dire, si ma chaîne de production s'arrête pendant 2 jours, ça me coûte combien, etc. Et finalement, qu'est-ce qui me coûte le plus ? Ça, c'est important. Et ça permet aussi d'identifier clairement à ce moment-là l'intérêt du use case ou pas. Voilà, tout à fait. Et puis surtout, à la fin, ne pas oublier, et après je lâcherai le micro, l'objectif final. Parce que l'objectif final, c'est quand même de gagner en agilité et en efficacité sur la partie supply chain. C'est d'avoir des KPIs pour identifier qu'on est bien sur la bonne ligne et un ROI qui est au rendez-vous. Et ça, c'est souvent pas le cas, donc il faut vraiment faire attention là-dessus.
Et juste dernier, et là je lâche vraiment le micro Un 7e derrière, point, alors. c'est de vous dire simplement que ça vaut vraiment le coup. Ce qu'on a pu identifier en termes de KPIs de façon assez générale, c'est une baisse des coûts de 15%. C'est un gain de productivité de 40%. Donc là, on a des KPIs qui font vraiment, enfin voilà, ça vaut vraiment le coup. Ok, moi c'est ce qui me marque aussi, c'est qu'on parle beaucoup du facteur humain, mais finalement, ça veut dire que si vous insistez dessus, c'est que dans certaines entreprises, ils ont beau le savoir, voilà, on oublie peut-être un petit peu. Moi, j'ai envie d'aborder le sujet là avec Marie-Laure. Déjà, Marie-Laure, je voulais te remercier parce que pour ta résilience, puisque là, j'ai failli arriver en retard. Tu m'as tout de suite dit, c'est pas grave, moi, je prends la main. Voilà, c'est un exemple de résilience de la supply chain. De l'antifragilité. De l'antifragilité. Oui, parce que l'antifragilité, ça veut dire que c'est même mieux, donc ça aurait été mieux, mais on ne le saura pas puisque c'est moi qui anime. Mais donc, oui, il n'y a pas que les outils dans la vie, on le sait, et donc il y a les gens, les hommes et les femmes, et notamment donc ceux qui font des formations dans la supply. Et donc, justement, sur ce côté incertain, les risques, élaborer des scénarios et tout ça, à Isli, vous avez développé un truc depuis 3 ans, ouais, qui est vraiment assez étonnant. C'est sorti de ma tête. La genèse. Bonjour à toutes et à tous déjà, pardon. La genèse, c'est le Covid. Quand je me suis retrouvée avec mes étudiants pendant le Covid, je ne pouvais plus faire mon study trip, puisque tout était fermé, on était confinés. Et moi, j'avais quand même un contenu pédagogique à délivrer, donc j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour remplacer un study trip où ils en apprennent plus sur une entreprise, ils la visualisent. Et je me suis souvenue de mon expérience professionnelle, où j'avais été mise en situation de gestion de crise. Et je me suis dit, je vais les faire monter en pression. Voilà, donc j'ai appelé des entreprises clés avec qui j'ai l'habitude de travailler, Sanofi, Schneider, Sephora. Et je leur ai dit, on va pendant 2 jours les mettre en situation de crise et on va leur faire vivre une expérience inédite en distanciel. Et donc on a monté un premier scénario de crise avec chacune des entreprises. Et le retour des étudiants, il a été extraordinaire. Ils ont adoré. Et quand on a renouvelé le titre RNCP pour l'ISLI, manager de la chaîne logistique durable, je me suis dit, ça, il faut que je transforme l'essai. Bon, je me suis tiré une balle dans le pied parce que les effectifs n'étaient pas les mêmes. Et du coup, maintenant, c'est inscrit en dur dans notre matrice de validation de compétences. On les met en situation de gestion de crise. Pendant 2 jours, 3 scénarios de crise avec 12 entreprises par an. Et chaque année, parce que je suis un peu une torturée, je renouvelle tous les scénarios. Oui, parce que sinon, ils se repassent le truc. Voilà, parce qu'en fait, ils se repassent le truc et l'objectif, c'est pas que ce soit des perroquets, mais qu'ils soient bien mis en situation de gestion de crise. Alors concrètement, je donne l'exemple de Michelin. Ils arrivent, ils découvrent leur entreprise qui est tirée au sort. Donc déjà, les groupes sont constitués par le tirage au sort. Ils sont par équipe de 4 à 5 étudiants, pas plus. On leur présente l'entreprise pendant à peu près 1 heure. Évidemment, c'est un peu comme le Cluedo, c'est-à-dire qu'on distille des éléments, des indices qui vont leur servir pour la suite parce que ils vont découvrir l'entreprise pendant 1 heure. Et ensuite, on leur dit, on vient d'apprendre que notre site allemand est en rupture. Or, c'est le site qui fournit en intercompagnie le plus de sites de fabrication de Michelin. Donc, vous avez 2 heures et demie pour nous bâtir un plan de continuité d'activité avec une restitution de 20 minutes à l'oral. Et là, ils perdent leur mâchoire en général. Ils se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, premier réflexe, l'intelligence artificielle, ChatGPT est leur meilleur ami. Sauf que ChatGPT, en fait, il a un petit peu de mal à restituer. Alors, il les aide, mais c'est à eux de s'organiser. Ils n'ont pas été formés au plan de continuité d'activité. Ça aussi, c'est volontaire parce qu'encore une fois, on veut les mettre en situation. Et ils restituent. Alors, la première restitution, elle n'est pas forcément au top. Il y a un débrief de l'entreprise qui leur explique ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on attend d'eux, les éléments qui étaient manquants. Et on leur dit, deuxième niveau de crise, on vient d'apprendre qu'il y a une alerte ouragan sur la côte est des États-Unis. On leur aura bien présenté en amont tous les sites Michelin dans la côte est des États-Unis. Je prends l'exemple de Michelin parce que c'est le dernier en date. Et personnellement, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la fabrication des pneus parce que c'est aussi ça. C'est permettre d'être vraiment d'en mettre plein la vue à papy et mamie au repas de famille quand on a vécu ça. Et donc, on leur explique que tous les sites de fabrication, les entrepôts, il y a une alerte ouragan. Qu'est-ce qu'on fait ?
Et là, ce qu'on attend d'eux, c'est people first. Mise en sécurité des gens, mise en sécurité ensuite des biens, etc. Réaiguillage des flux. Ils doivent même rédiger un communiqué de presse. Ils doivent rédiger un communiqué de presse à destination de l'interne et de l'externe, puisqu'on ne s'adresse pas de la même manière à l'interne et à l'externe. Et ils ont jusqu'au lendemain matin, 9h, pour présenter. Alors, généralement, la deuxième crise, c'est celle où il y a le plus de données, parce qu'on les fait cruncher aussi. C'est une gestion de crise, donc ils y passent la soirée, voire une partie de la nuit, sinon, ce n'est pas une crise. C'est ce qu'on leur dit, d'ailleurs. Et le lendemain matin, ils présentent, débriefent, et on leur donne le 3e niveau de crise. Donc là, en l'occurrence, pour Michelin, c'était une alerte non-qualité sur le fournisseur de soufre. Et il faut savoir que dans la constitution des pneus, le soufre a un rôle très, très important. Ce qu'on leur aura présenté la première journée sur la présentation. Et savamment distillé. Voilà, savamment distillé avec des vidéos. Voilà. Et donc, on leur demande de résoudre une problématique qualité avec résolution court terme, moyen terme, long terme et toute une matrice d'aide de prise à la décision pour que le top management auquel ils vont présenter 3 heures après prenne une décision. Alors, à chaque fois, il y a le débrief, il y a une montée en compétences des étudiants en termes organisationnels, ils s'approprient l'entreprise, voilà. Et l'objectif, c'est qu'à la fin des 2 jours, ils aient validé cette compétence de gestion de crise. Alors, il en ressort que ça reste le 2e meilleur souvenir de leur promo. La première étant le séminaire d'intégration. Bah oui, il n'y a rien de mieux que d'être intégré. D'ailleurs, c'est demain, enfin mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine. Donc, je pars direct au séminaire d'intégration. C'est où ? C'est à La Palmyre, The Place to Be, là où je suis née. Écoute, voilà, je joue à domicile. Je joue toujours à domicile, moi. Et donc, l'avantage de ces mises en situation, c'est que, ils en apprennent plus sur une entreprise. Là, en l'occurrence, c'était Michelin, mais on le fait avec Pernod Ricard sur une pénurie de sable qui entraîne une pénurie de bouteilles de verre, donc la réallocation des bouteilles. Sur Vuitton, évidemment, on n'oublie pas les taxes de Trump. On les a mises en situation avec le taxe de Trump et le circuit de distribution de l'Europe vers le Canada, enfin vers les États-Unis, des États-Unis vers le Canada, donc avec le mot compte double que Trump a mis en place, comment trouver des solutions alternatives. La cyberattaque, les coupures de réseau, le buzz d'une influenceuse sur Instagram sur un produit fin de vie, donc il faut redémarrer la production. Enfin vraiment, on se triture l'esprit. Moi j'adore, alors ça me prend un temps de dingue, mais j'adore parce qu'au début, les seuls arguments que me sortent les entreprises, c'est la cyberattaque et le Covid. Donc je leur ai dit que c'était un petit peu has-been et que mes étudiants ils s'attendaient à autre chose. Et donc je liste, notamment la bactérie, le virus, enfin voilà, on peut aller super loin. L'avantage, c'est qu'à l'issue de ces 2 jours, d'abord, ils savent ce que c'est qu'une gestion de crise parce qu'ils sont mis en situation. Ils découvrent leur équipe, donc ça les permet aussi de se connaître un peu mieux. Ils ne peuvent pas se réfugier derrière ChatGPT parce que, non, il faut restituer par rapport à une problématique concrète et réelle d'une entreprise qu'ils découvrent, donc ils n'ont pas le temps de se préparer. Et puis, leur capacité à restituer et à convaincre est extrêmement importante et c'est surtout sur ça qu'on travaille avec eux. Et c'est ça. Il y a même une partie, là tu disais au début c'est 2 heures et puis l'autre après c'est toute la nuit en fait. Toute la nuit, voilà. Je suis pas dupe. Ils se prennent au jeu, ils sont vraiment. Mais c'est des compétiteurs. Mais les jeunes, dès lors qu'il y a classement, compétition, restitution devant une entreprise, c'est des top guns. Ils adorent, ils se prennent au jeu. Alors ils sont en PLS en me disant « Madame, vous ne nous avez pas formés ». Je leur ai dit « Mais les gars, je ne peux pas vous dire quelle est la gestion de crise que vous aurez à gérer. Perso, j'en ai eu. J'ai même pas imaginé un seul moment que j'aurais à les vivre. Et vous ne savez pas ce qui vous attend, moi non plus. Donc je ne peux pas vous former à la gestion de crise. Par contre, je peux vous expliquer, parce que je vais vous le faire vivre, les réflexes qu'il faut avoir, la pensée qu'il faut avoir, les réactions. Et justement, ne pas vous figer. L'IA, les outils, c'est super, mais toutes les entreprises ne l'ont pas. Et en tout cas, moi, là, ils n'en ont pas. D'accord ? Donc moi, je fais appel à leur IA personnelle, celle qui est là, leur capacité à s'organiser et à restituer et à prendre du recul, de la hauteur, être efficace, restituer et surtout les réflexes clés. People first. Parce qu'ils l'oublient. Oui, ils l'oublient, mais mettre en sécurité les gens, c'est la première chose. Alors, on a quelques messages clés comme ça qu'on essaie de leur faire passer. Quant aux entreprises, elles en ressortent, mais hyper heureuses. D'abord, donc il y en a qui ont repris l'idée, donc c'est bien, c'est pas du travail, même si tu es obligé de refaire à chaque fois. Elles peuvent réutiliser en interne. Vuitton a généré de ce premier scénario de gestion de crise que j'ai fait avec eux un cas interne de management pour expliquer. Alors c'était une étude de crise que j'avais fait avec le service supply chain IT de la supply chain de Vuitton.
Et donc, ils l'ont réutilisé en interne comme business case managérial pour montrer en fait l'implication de tous les maillons, de tous les secteurs, donc entre les ventes, la supply, les magasins, et ils s'en sont inspirés pour faire un serious game interne. Donc là, c'est quand même une grande fierté, quoi. Jean-Pascal, ça vous inspire quoi ça? Peut-être qu'on pourrait même mettre les consultants dans la boucle. Là. Ils feraient tous un PCA en 2 heures, là, facturé. Ce serait pas mal une compétition comme ça, finalement. J'aime beaucoup l'exposé de Marie-Laure sur l'état d'esprit. Enfin, en tout cas, l'état d'esprit de j'ai une situation compliquée, je la décompose, comment je peux traiter par priorité les différents sujets, est-ce que j'ai des données ou pas, et comment j'adresse les points, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on retrouve dans les entreprises. C'est ce que nous, on vit en tant que consultant quand on intervient dans une entreprise. Et ensuite, dans une crise, ça n'est que tout ça de manière hyper condensée en quelques journées ou heures pour démarrer les choses de la bonne façon. Et puis en plus, il y a toutes les facettes. Depuis où sont les informations, comment je les traite et comment je prends une décision, comment je communique. Donc c'est vraiment tout ça. Comment je garde mon sang-froid aussi. Oui, exactement, bien sûr. Ou bien pas, sûr. ils ont le droit à un joker. Ouais, ils ont le droit. Donc ils ont le droit à un seul joker par équipe. Et je vois les plus stressés qui viennent dès le premier. Madame, on va être sûr de bien faire. Et là, je rigole, mais je rigole. Et puis, il y a les derniers qui disent, on attend, on vous connaît, on sait que ça va être pire après. Voilà. Mais en général, ils ont le droit à un joker. Et j'ai des équipes qui ne l'utilisent pas. Très bien. Bah, vaut mieux, dans la vraie vie. Ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'il y a des caractères qui sont plus affûtés ou plus préparés à ce type de situation. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui se figent un peu comme les lapins un lapin dans des phares, etc. Ça arrive. Et c'est pas une critique, chacun a sa personnalité. Et par contre, c'est intéressant dans les entreprises d'identifier les gens qui vont être capables de réagir en cas de crise. Et c'est très intéressant parce que c'est pas toujours ceux qui sont les meilleurs dans le monde, dans la vie classique. Voilà. Et donc, vous travaillez sur des cas, justement. Il y a un risque qui a été un peu évoqué. C'est vrai que celui-là, on le voit arriver, il est toujours dans les baromètres, mais on ne l'a pas vraiment. La cyberattaque généralisée, il y a des cyberattaques, des ransomware, etc., dont on entend d'ailleurs assez peu parler, mais elles existent. Mais une vraie grosse cyberattaque, ça, c'est des choses que vos clients vous demandent de préparer avec eux? Oui, alors Marie-Laure évoquait ce cas-là, mais en fait, effectivement, la cyberattaque massive, nos clients se disent on met énormément d'argent pour se défendre, et pour autant, on sait très bien que des hackers, s'ils arrivent à pénétrer, qui sont soutenus par des moyens très puissants également, ils peuvent vraiment nous faire mal. Voilà. Et donc, on se place dans ce scénario worst case, qui est un scénario où on ne peut pas utiliser les systèmes d'information parce qu'ils ont été isolés par les services de cybersécurité de défense. Et on mettra potentiellement plusieurs mois à rétablir les systèmes d'information pour faire travailler les différentes usines. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs usines qui sont dans ce cas-là et que du coup, je peux vraiment plus opérer avec mon système d'information? On peut quand même faire quelque chose. Et voilà. Et du coup, là, pour le coup, préparer un plan de continuité d'activité massif comme celui-ci. On n'est pas en train de parler de j'ai eu une inondation sur une portion de mon bâtiment, il faut que je déplace mes produits. On est en train de parler de quelque chose de très massif sur plusieurs mois. Comment je prépare mon plan de continuité d'activité dans ces cas-là? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourra improviser. Et même s'il faut avoir de la réactivité en cas de crise et être agile, ça se travaille bien avant. Et là, pour le coup, c'est important de se parler entre le digital et les opérationnels sur chacune des étapes. Parce qu'on a beaucoup digitalisé durant les 20 dernières années, même avant. Maintenant, il faut être capable, en cas de situation comme ça, de fonctionner sans l'outil. Ouais. Est-ce que, juste, Océane, sur ces plans stratégiques, ces feuilles de route de digitalisation, transformation digitale de l'entreprise et de la supply chain, est-ce que justement on prend aussi en compte ce fait que avec une attaque, tout peut être arrêté du jour au lendemain, mais il faut quand même continuer à travailler. C'est aussi un des volets du plan, peut-être le 8e, mais... Oui, sur la partie plan stratégique, on va surtout voir quels sont les différents projets sur 1 ou 2 ans qu'on va mettre en place, qui vont changer au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise et des besoins. Pour les risques, c'est différent. Je pense que pour les risques, il faut les travailler parallèlement. Parce qu'on a de plus en plus...
on le voit bien, hein, le risque zéro, ça n'existe pas. Donc il va y avoir des risques. Des risques de dépendance accrue, c'est-à-dire qu'en fait, plus on digitalise, plus la supply chain est exposée. Alors, on en parlait de cyberattaques, mais il y a aussi les pannes système, les défaillances fournisseurs, enfin une multitude de choses. Et tout ça, ça peut arrêter toute la chaîne et avoir des effets en cascade. Donc, il y a un autre point aussi important. Donc, c'est pour ça que un autre point important aussi, c'est la souveraineté des données. On parle énormément de défaillances avec des cyberattaques, mais il y a aussi toutes ces données qu'on a. La plupart du temps, on a des prestataires qui utilisent aussi des serveurs, enfin, les hébergent dans des serveurs qui ne sont pas forcément en France. Et on a des questions à se poser, quoi. Et d'autant plus quand on a une entreprise de défense, quand on voit au niveau politique que plus les grandes entreprises américaines sont de plus en plus proches du gouvernement en question, on se pose des questions. Enfin, on devrait se poser des questions, nous, en tant que Français. Et là, la souveraineté des données, c'est quelque chose de très important, qui malheureusement, je pense, n'a pas encore énormément d'écho en France. Parce que moi, je sais, j'ai vendu mon entreprise. J'avais 2 points. La richesse de l'entreprise était bien entendu à la technologie. Mais le deuxième, c'était la souveraineté des données. On avait une solution qui permettait à l'entreprise de garder ses données en interne. Et c'est ça qui a fait que j'ai vendu ma solution. C'est quelque chose dont on est très sensible à l'international et un petit peu moins en France, malheureusement. Donc là, la souveraineté des données, c'est important. Voilà. Et là, je rejoins beaucoup le PCA. Le PCA en question, il faut y penser. C'est pas évident. Je ne pense pas que les entreprises ont ce réflexe-là. Le PCA du digital ? Oui, mais ça ressemble c'est obligatoire beaucoup parce que l'ISO l'impose maintenant. Oui, tout à fait. Donc, et ensuite, toute la question, c'est le PCA local, un peu plus global, etc. Et la préparation à ça. Donc ça rejoint la formation même des équipes de se préparer à des situations comme ça. Sébastien, moi j'ai une question pour vous sur les risques, parce que finalement, là, jusqu'à présent, les éditeurs d'outils de planification, alors maintenant on parle de planification, exécution, d'orchestration, supply chain, tout ce qu'on veut, jusqu'à présent, c'était pas forcément, ils se focalisaient pas forcément sur des outils qui peuvent prévenir les risques, en tout cas, ou les cartographier, etc. C'est en train de changer, j'ai l'impression, y compris chez Dassault Systèmes, Delmia. Oui, c'est en train de changer. Et en tout cas, moi, personnellement, ce qui m'a surpris, c'est que c'est en train de changer presque a posteriori de la crise. Donc, on a des clients, par exemple, dans l'automobile. C'est c'est un peu les premiers. C'est un peu les premiers, quelque part. Et en fait, ils commencent par subir une crise. Et alors, encore une fois, c'est ce que disait Marie-Laure très justement, on ne peut pas les anticiper. Donc, on ne blâme personne, mais ils subissent une crise. Puis, ils commencent par s'outiller avec les moyens du bord, donc souvent avec du BI, avec des analytics et de la simulation, avec les outils à disposition dans leurs propres entreprises. Et ensuite, puisqu'ils expérimentent par eux-mêmes les limites de leurs solutions actuelles, ils se tournent vers des solutions plus professionnalisantes, quelque part, que sont le jumeau numérique de la supply chain et la modélisation du risque. Et sans parler de technique, mais pour rejoindre ce que vous disiez, aujourd'hui, le risque est un objet. Techniquement parlant, dans un logiciel, le risque est un objet avec... Je modélise mon risque comme quelque chose, je modélise une opportunité. Une opportunité, c'est l'inverse d'un risque. Ça peut être, je peux aller chercher tel marché, je peux aller mettre en avant tel produit. Et aujourd'hui, cette modélisation du risque et de l'opportunité comme un objet, elle est de plus en plus importante dans les solutions de planification en règle générale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu votre ADN à Dassault Systèmes. Vous êtes dans le PLM, le Product Life Cycle Management. Ouais. Et donc là, vous avez un logiciel qui a des données sur les produits, qui a des données aussi sur les fournisseurs et pas seulement sur les fournisseurs de rang 1. C'est ça, vous utilisez en fait votre caractéristique première et historique pour pouvoir cartographier aussi des risques. C'est ça parce que moi, j'ai découvert ça. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai Vous en parlez pas beaucoup, vous êtes discret, mais c'est vachement intéressant, ça. Oui, je trouve aussi. Typiquement, l'exemple, c'est sur la crise, notamment dans l'électronique. D'accord ? Les ERP, en règle générale, nos confrères des SAP, etc., ils ont souvent le fournisseur de rang 1, par exemple le distributeur. D'accord ? Par contre, le ou les manufactureurs
qui sont vraiment ceux qui fabriquent le composant électronique, qui le fournissent aux distributeurs, souvent ça c'est pas mappé dans un ERP. Par contre, côté PLM, puisqu'il y a de la régulation, il y a de la capacité d'engineering, etc., on est obligé, enfin les entreprises sont obligées de mapper les fournisseurs de leurs cartes électroniques pour des sujets de traçabilité. Et donc en recroisant ces données ERP très transactionnelles et PLM sur plutôt l'engineering et les fournisseurs certifiés, c'est en recroisant toutes ces données avec un petit peu d'intelligence quelque part qu'on est capable de créer ces modèles multi-rangs, enfin multi-tiers, et ensuite d'y appliquer, comme je le disais, des risques et des opportunités en tant que réels objets de simulation. Marie-Laure, tu disais Oui, chez Schneider, en fait, alors moi, j'ai travaillé dans l'électronique, dans les cartes électroniques, chez Solectron, et j'étais là-bas au moment du ROHS. Donc ce fameux mapping cross-ranking, je l'ai vécu sans l'IA, sans les outils, et la confidentialité est une des limites. Et donc parmi les scénarios de gestion de crise avec Schneider, moi j'ai souhaité qu'on démontre à travers ce Serious Game aux étudiants la dépendance au cuivre à travers cette supply chain, c'est-à-dire qu'on part d'un cas très concret d'un produit fini et en fait ils vont remonter jusqu'à s'apercevoir qu'effectivement la supply chain du cuivre, c'est la contrainte, c'est le goulot. Et c'est pas évident tant qu'on n'a pas travaillé dans ce secteur. Il y a aussi la guerre entre Taïwan et la Chine. On les a fait travailler sur cet aspect géopolitique. Voilà, pour qu'ils comprennent qu'en fait, même les fleurons sont exposés. Et pas forcément aux crises auxquelles on pense de la cyberattaque. Ça va vraiment au-delà. Moi, c'est ma volonté. Et mon message pédagogique, c'est be prepared for the worst, expect the best. Parce que ça a été mon driver professionnel pendant 25 ans. Et donc, on essaie de les préparer à ça en les mettant en situation. Parce qu'on ne peut pas comprendre, tant qu'on ne l'a pas vécu, ce que c'est qu'une gestion de crise, à mon sens. Et c'est bien aussi qu'on les forme à ça, pendant la formation. Alors, il se lit, mais j'invite toutes les formations à le faire. En plus, ils se prennent au jeu. Et puis, vis-à-vis des entreprises, ils travaillent la marque employeur d'une autre manière. Ce n'est pas une conférence top-down. C'est une mise en situation. Pendant 2 jours, les étudiants sont membres de l'entreprise. Et ils en ressortent enrichis. Enrichis parce qu'ils sont fiers d'avoir fait quelque chose. Enrichis parce qu'ils ont restitué à une entreprise. C'est plus l'école, c'est l'extérieur. C'est leur image. C'est leur investissement. Et puis, ils ont fait une simulation pendant 2 jours sur des scénarios auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé, quoi. Donc, c'est extrêmement formateur. Et puis, c'est leur meilleur souvenir. C'est le deuxième. Le premier, c'est le séminaire. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un séminaire d'intégration. Ils n'ont pas encore découvert l'école. Et on ne le fait pas ça en début d'année, par contre. On fait ça il faut qu'ils soient un peu aguerris. Au mois de juin, quand ils ont déjà vu beaucoup de choses. Parce qu'on leur fait utiliser. On leur fait utiliser un SNOP, le levier d'un SNOP pour l'allocation. On leur fait travailler sur des matrices de prise à la décision, sur des simulations de transport avec des différentes routes, des scénarios, les boucles de stock. Enfin, on a un côté pédagogique de restitution de la vie réelle pour donner sens à tout ce qu'on leur a appris au niveau théorique, en fait. C'est-à-dire qu'avec Sanofi, quand on est en pénurie sur un médicament vital, ils apprennent à déchiffrer tous les indicateurs de stock de façon à dire à leur management, voilà, on a une fenêtre de tir de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et ça, c'est puissant, parce qu'ils l'auront déjà fait. Ok, le retour à la vie réelle, c'est qu'on a dépassé, mais c'était de ma faute, mais on a dépassé de 5 minutes, on était 5 minutes en retard. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous 4 d'avoir... Merci. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Merci. Parce que le sujet était vaste, mais je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Donc voilà, rendez-vous ici. Alors attendez, parce que là, je vais pas... Pardon, oui, j'avais pas vu l'annonce de la séance de dédicace. C'est quand la séance, Océane? C'est maintenant. C'est maintenant. Sur le stand de Duno, Cube Duno, je crois que c'est. Dans le Cube. Voilà, dédicace du livre d'Océane Mignot sur l'IA. IA et salariés augmentés, volume 1, transformation digitale des entreprises.